Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'emmener, je sais pas où? Vous savez pas où? Non. Ça, je sais où c'est. Bon, alors ça va, si vous C'est savez. d'ailleurs, je vous avoue, en 41 ans, le seul endroit que je connaisse. Au moins, on est sûr que ça va prendre du temps pour y aller. Non, pour ça prendra, je sais pas combien de temps non plus. À part avec ces renseignements précis, allons-y. Allons-y. Toujours aller de l'avant, trouver la force de se reconstruire, quels que soient les drames de l'existence. C'est le fameux concept de résilience inventé par le neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik, auteur de nombreux best-sellers. L'homme a consacré sa vie à l'étude des liens affectifs et familiaux. Et pour cause, sa quête résonne avec son histoire, marquée par la guerre et le nazisme. Celle d'un enfant juif de 6 ans, confronté à la rafle de Bordeaux en janvier 1944. À 80 ans, il s'en souvient comme si c'était hier. Vos parents ont été déportés en 42 et 43. Vous vous souvenez de vos parents? Bien sûr, très bien. Parce que vous étiez un tout petit garçon. Oui, j'étais petit. Mon père s'est engagé dans l'armée française en 1939, dès le début des hostilités. Et je l'ai revu une seule fois au camp de Drancy où il était blessé. Et il avait été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Et allez comprendre ça. Déjà pour un adulte, c'est pas facile, alors pour un enfant, c'est incompréhensible. Et ma mère m'a placé à l'assistance publique la veille de son arrestation. Donc elle m'a sauvé la vie en me laissant tout seul à l'assistance publique. Donc je me rappelle très bien, bien sûr, je me rappelle très bien. Mais quand j'ai été abandonné, là il y a un énorme trou de mémoire. Et la mémoire m'est revenue quand j'ai été recueilli par une juste, Marguerite Farge, qui est venue me chercher à l'assistance publique. Et là, ma mémoire est revenue parce que autour de moi, il y avait une structure familiale, il y avait un substitut familial, et à ce moment-là, la mémoire m'est revenue. Donc j'étais dans cette maison chaleureuse, vivante. Progressivement, mon droit de sortir s'est diminué. Et un jour, on m'a dit, tu ne peux plus aller acheter le lait. Il y avait 50 mètres à faire, parce qu'on pourrait te dénoncer. Et quand j'ai été arrêté, de manière totalement paradoxale, de manière totalement contre-intuitive, comme on dit maintenant, la vie est revenue. La nuit de mon arrestation, j'ai été heureux. Mais oui, la vie est revenue. Comment ça s'est passé? Je dormais et j'ai été réveillé par des torches électriques et j'ai vu, dans ma mémoire, je dirais 4, 5, 6 hommes avec un chapeau feutre, des lunettes noires la nuit, une torche électrique dans la main gauche et un revolver dans la main droite. J'avais 6 ans et demi. Et puis ensuite, quand je les ai vus avec des revolvers pointés sur moi, je me suis dit qu'est-ce que je dois être important. Ça a été le point de départ de ma mégalomanie. Et puis la vie est revenue parce que je voyais des gens. On m'a poussé dans une traction avant. C'était la voiture mythique pendant la guerre, la traction avant. Et là, il advient, ce 10 janvier 44, un événement, un des événements capitaux de votre vie, c'est que vous n'êtes pas déporté. Non, j'ai échappé à la déportation quand le signal, on devait partir dans les wagons qui devaient nous emmener à Drancy et Auschwitz. J'ai réussi à grimper et me coincer sous le plafond des pissotières. Quand les soldats et les policiers français, la Gestapo française j'aurais dû dire, ils ont ouvert la porte, il n'y avait personne dans les pissotières, aucun n'a pensé à lever la tête parce que sous le plafond il y avait un petit garçon qui s'était bloqué. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber, la synagogue était vide et les prisonniers, les raflés étaient déjà partis vers les wagons. Mais 6 ans et demi, j'aurais pas été loin. Et à ce moment-là, j'ai vu une infirmière, Madame Descoubès, qui était très belle. Je l'avais déjà courtisée, j'avais 6 ans et demi, c'est là on commence à courtiser des belles infirmières. Il n'est jamais trop tôt. Et elle m'a fait signe, j'ai plongé sous le corps d'une dame qui avait reçu des coups de crosse dans le ventre et qui était en train de mourir. Et sur 1700 juifs raflés,
il y a eu 2 survivants, cette dame et moi. Et quand j'étais enfant, dans les années d'après-guerre, on disait que le nazisme avait existé parce que Hitler avait la syphilis, parce qu'il avait la Parkinson, parce qu'il était paranoïaque, parce qu'il était hystérique, etc. Donc on expliquait le nazisme par la folie d'un homme. Donc dans mon esprit d'enfant, je me suis dit, quand je serai grand, je serai psychiatre, j'apprendrai à soigner la folie et il n'y aura plus jamais de crime comme le nazisme. Et en arrivant au dernier chapitre de mon existence, je comprends que ce n'est pas la folie d'un homme qui provoque encore aujourd'hui. C'est la folie d'une société. C'est-à-dire que c'est une altération psychosociale qui embarque des millions d'hommes, mais on ne peut pas expliquer un phénomène social comme ça par la folie d'un homme. C'est pas possible. Après, la chose à comprendre après ce récit incroyable, c'est où est la colère? Comment on fait pour ne pas être un homme en colère toute sa vie? J'ai parlé beaucoup, je parle encore beaucoup avec des survivants de déportation ou avec des enfants cachés ou avec des enfants dont les parents ont été déportés. Très peu ont éprouvé de la colère. Comment ça se fait? Parce que la vengeance, c'est une colère. La vengeance, c'est une colère. La haine, c'est une colère, mais c'est aussi la prison du passé. C'est-à-dire que si je déteste les nazis qui ont massacré ma famille et qui ont bien failli m'avoir, je reste prisonnier du passé. Je me réfère encore à ce qui s'est passé. Donc c'est ce qui caractérise le syndrome psychotraumatique. On pense qu'à ce qui est arrivé, on ne peut pas y échapper. Donc si on veut vivre, eh bien, il vaut mieux ne pas avoir de haine. Oui, mais quand on est enfant, on ne peut pas avoir cette réflexion intellectuelle que vous venez d'avoir. On n'a pas cette réflexion, mais on a cette réaction. Et encore aujourd'hui, j'ai la liberté psychologique de chercher à comprendre pour me libérer et ne pas être prisonnier du passé, ce que ne font pas les gens qui souffrent d'un syndrome psychotraumatique. Ils ne pensent qu'à ça.